Ceci est la deuxième partie de la vidéo sur les théories du commerce international et sur l'enjeu du choix entre le libre-échange et le protectionnisme. Alors, dans cette diapositive, on voit revenir les avantages qu'on avait vus dans la première partie de la vidéo, suite à la démonstration des avantages comparatifs, et on voit ici les avantages statiques du libre-échange, c'est-à-dire les avantages qu'on retire lorsque, après spécialisation, les échanges au niveau mondial se développent. Donc je rappelle simplement que la spécialisation permet de gagner en productivité, donc un double effet, une baisse des prix, une augmentation de la production et un bien-être collectif qui augmente. C'est vraiment l'argument principal pour le libre-échange, c'est que on est dans un modèle gagnant-gagnant. Tous les pays ont intérêt à échanger puisque tout le monde y gagne. En plus, à plus long terme, donc après l'ouverture internationale, la mise en place d'une concurrence plus importante va mener à des innovations en raison de la concurrence que se font les entreprises et les pays, et une diffusion du progrès technique qui, elle aussi, a un intérêt majeur, notamment pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs. Alors, on voit ici revenir des notions qu'on a vues au début de l'année, des innovations de procédés et des innovations de produits, les deux, et même les autres types d'innovations. Je vous rappelle qu'il y en a 5, les innovations de Schumpeter, de Joseph Alois Schumpeter. Alors les innovations de procédés, je vous rappelle aussi que ce sont les innovations au niveau de la manière dont on produit, donc un processus de production, des éléments introduits dans le processus de production qui sont nouveaux, qui permettent de gagner en productivité. On est un peu en train de vivre ça en ce moment, avec des cours qui sont en ligne et qui sont plus forcément en présentiel, qui permettent donc, on pourrait envisager, que dans les cas où les enseignants sont en arrêt de maladie, on puisse continuer quand même à avoir des cours à distance avec des outils comme Zoom ou ce genre de supports qui se sont très 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 largement développés en l'espace d'un mois. Et puis les innovations de produits, là c'est plus évident à comprendre, donc on entend ça, des produits qui apparaissent et qui se développent et qui permettent de répondre à la demande de variété des consommateurs. La maxime qui résume un petit peu les avantages et les promoteurs du libre-échange, c'est laisser faire, laisser passer, et on arrive à un bien-être collectif supérieur. Par contre, le libre-échange a aussi des inconvénients et des limites. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la partie droite. Déjà, les gains à l'échange dépendent des termes de l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les spécialités ne sont pas identiques, les spécialisations ne sont pas identiques entre les pays, et certaines spécialisations vont permettre d'obtenir davantage de revenus que d'autres. C'est le cas notamment des spécialisations dans les productions à forte valeur ajoutée, avec une technologie avancée, une main-d'œuvre qualifiée. Et les pays qui vont se spécialiser dans des productions plutôt orientées vers l'agriculture, notamment, ont des productions qui sont des productions à faible valeur ajoutée et dont les termes de l'échange peuvent se détériorer. Je vous donne un exemple. Si le cours du blé diminue fortement, le cours du blé diminue fortement en raison d'une production très importante de blé au niveau mondial, je vais vendre mon blé à l'exportation à un prix relativement plus faible que l'année précédente. A l'inverse, il n'y a aucune raison que le prix des voitures que j'ai besoin d'importer, si je dépends des autres pays pour importer des voitures, diminue, donc les termes de l'échange vont diminuer. C'est-à-dire que les revenus que je vais percevoir de ma spécialisation dans la fabrication de blé ne vont pas suffire pour couvrir toutes les importations que j'ai en échange de produits manufacturés ou intégrant une forte valeur ajoutée. De la même manière, si les variations du prix de ce que j'échange, de ce que j'exporte, sont plus fortes que les variations de prix de ce que j'importe, là aussi il peut y avoir une détérioration des termes de l'échange. Alors là, on est dans une situation où on a une complémentarité dans les échanges commerciaux. Alors, une deuxième limite du libre-échange, c'est que on peut se spécialiser dans une production qui ne permet pas de réaliser d'importantes économies d'échelle, comme on l'a vu dans la première partie, dans la première vidéo, parce qu'on n'a pas, par exemple, des coûts fixes importants, amortissables sur des unités de plus en plus importantes de production, mais des coûts variables qui, eux, augmentent lorsque la production augmente.
Et puis on peut aussi avoir des effets d'apprentissage qui ne sont pas exactement les mêmes, des infrastructures qui ne suivent pas, qui ne permettent pas de qualifier la main-d'œuvre et donc de s'approprier des techniques de production qui viendraient de l'étranger. Et enfin, une dernière limite du libre-échange, la dernière ligne de ce schéma, mais aussi la petite carte que je vous ai mise en dessous du titre, c'est que le capital étant mobile, il va avoir tendance à s'agglomérer. On a des effets d'apprentissage importants lorsqu'on va se réunir avec des entreprises de même niveau technologique, par exemple, que nous. Donc vous avez ici une image de la Silicon Valley en Californie, dans laquelle justement on a un effet d'agglomération important avec des sièges sociaux d'entreprises, des grandes technologies, les fameux GAFA, GAFAM même, qui se choisissent de se mettre ensemble pour pouvoir partager des connaissances complémentaires, des savoirs complémentaires, et éventuellement même partager le capital humain que ces entreprises possèdent et qu'elles peuvent finalement s'échanger. On a la même chose aussi à Sophia Antipolis à côté de Nice, et on a des effets d'agrégation qui sont importants. Donc finalement, ça revient à dire que si on a déjà un avantage, on va continuer à accumuler cet avantage parce qu'on va avoir des effets d'agglomération qui vont se créer. Donc tout le monde ne serait pas gagnant à l'échange. Je voulais mettre l'accent sur un des effets négatifs supposés de la mondialisation, qui est celui de l'emploi, l'effet du libre-échange sur l'emploi. Alors qu'est-ce qu'il en est? Alors en fait, les effets de la mondialisation sur l'emploi sont moins tranchés que ce qu'on entend quelquefois sur le fait que les emplois sont détruits par la mondialisation, mais il y a des tensions en fait dans ces conséquences-là. De manière assez évidente, le libre-échange, il a un impact négatif sur les emplois qui sont exposés, c'est-à-dire des emplois, des secteurs qui sont peu qualifiés et qui sont liés à l'industrie, donc qui sont liés à des industries délocalisables. Délocaliser, ça veut dire qu'on va faire fabriquer à l'étranger ce qu'on fabriquait auparavant sur son territoire. Mais à l'inverse, avec l'augmentation de la concurrence internationale, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, on va avoir davantage d'innovation et de progrès technique. Donc la demande en travail qualifié va augmenter. Donc la mondialisation peut avoir des conséquences positives sur les emplois qualifiés, voire hautement qualifiés. Au final, le commerce international, il a aussi peu d'effet sur ce qu'on appelle les emplois protégés, qui sont essentiellement des emplois qui ne peuvent pas être délocalisés, comme les services et comme notamment les services qualifiés. Imaginez par exemple un coiffeur, ça va être difficile de délocaliser la production du coiffeur à l'étranger. Donc il fait partie de ces emplois protégés. Depuis les années 80, on a une délocalisation certaine de l'industrie française, pour la raison qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ce sont des emplois qui sont délocalisables, qui sont exposés. Et au final, on a des inégalités qui tendent à augmenter fortement parce qu'on a une demande de la part des entreprises en emploi très peu qualifiés dans le secteur des services ou peu qualifiés dans le secteur des services et une croissance de la demande en emploi très qualifié. Et entre deux, on estime aujourd'hui, un certain nombre d'enquêtes estiment aujourd'hui que finalement les emplois moyens, des catégories moyennes, des professions intermédiaires notamment, risquent de disparaître en raison de la robotisation croissante qui fait que les emplois des professions intermédiaires, des classes moyennes, se transforment en emplois qui permettent d'assister l'intelligence artificielle et la robotisation qu'on observe dans l'industrie notamment. Donc finalement, la mondialisation, aujourd'hui, elle a tendance à faire exploser les inégalités économiques et sociales, avec des salariés qui continuent à être protégés d'un côté, pas que dans le secteur public. Souvenez-vous, je vous ai dit que les services, pour certains d'entre eux, n'étaient pas délocalisables. Donc ces salariés qui sont protégés et ceux qui, au contraire, sont les perdants de la mondialisation. Ceux qui se retrouvent au chômage, se retrouvent déqualifiés, parce que leurs usines se robotisent, parce que l'intelligence artificielle intègre leur usine. Et c'est le cas, par exemple, de tous ces manutentionnaires Amazon, Lidl et autres qui ont des bras artificiels pour les aider à saisir les objets, pour augmenter leur productivité, pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques auxquels ils sont exposés, etc. On peut voir dans les mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes des mouvements qui justement viennent cristalliser ces critiques envers la mondialisation.
Alors forcément, on peut se demander si on n'aurait pas intérêt à tout arrêter, à refermer les frontières et à aller vers des politiques protectionnistes dans lesquelles on va favoriser l'intérêt national au détriment des échanges commerciaux. Alors c'est un peu l'idée de Trump, hein, c'est un peu une partie en raison de cela qu'il a été élu, avec son grand slogan Make America Great Again, pardon pour l'accent. Alors les principales mesures protectionnistes, je pense que vous avez une idée de ce qu'elles peuvent être. Donc ce sont évidemment les droits de douane. Mais pour mettre en place des droits de douane, ça veut dire qu'il va falloir renoncer aux accords qu'on a mis en place dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l'Union européenne. Donc ça veut dire cesser tous ces régionalismes et tous ces accords au niveau mondiaux. Ça peut être aussi des mesures non tarifaires, hein, comme les mesures sanitaires et environnementales, mettre en place des normes qui font en sorte que tout ce qui ne vient pas de notre région ne sera pas aux normes et donc aura du mal à pénétrer l'espace national. Ça peut être aussi des mesures cachées, elles sont interdites en Union européenne notamment, de protection des producteurs par les États, de subventions déguisées. Et ça peut être aussi donner un avantage national, assumé aux entreprises locales. Alors les avantages évidemment, ça serait de favoriser l'emploi local, de favoriser la production au niveau local. Et puis pour les entreprises dans les pays qui n'ont pas atteint la taille critique, permettre de se développer pour rattraper un retard qu'on pourrait avoir par rapport aux concurrents au niveau international. Et les inconvénients, c'est que si on met en place des mesures protectionnistes, en face, les autres pays le feront aussi. Et avec, on risque de ne plus avoir accès à un certain nombre de ressources dont on dépend. Imaginez par exemple qu'on mette en place des mesures protectionnistes envers la Chine et la Russie, ou l'Arabie Saoudite, en échange, on n'aurait plus accès au pétrole. Et on serait bien embêté pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore d'alternatives durables et crédibles au pétrole. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu aussi entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Hein. On a des mesures de rétorsion dans les deux sens, puisque les États-Unis freinent pour essayer de contenir les importations en provenance de Chine, puisque les États-Unis sont premiers importateurs de produits chinois. Alors évidemment aussi, si on ferme les frontières, ça veut dire qu'on limite la production le plus possible à la production locale et en conséquence les prix vont avoir naturellement tendance à réaugmenter. Et puis les salariés des entreprises du pays protégé ayant tendance, et les entreprises d'ailleurs aussi, hein, ayant tendance à ne pas être exposés à la concurrence, n'auront aucun intérêt à augmenter leur productivité et donc on rentre dans une spirale inflationniste, hein, moins de productivité, hausse des prix, etc. Voilà. Donc finalement, il y a plutôt unanimité du point de vue des économistes sur le fait que le protectionnisme n'est pas la meilleure des solutions possibles et puis qu'il risque d'avoir des conséquences politiques qui sont négatives. Alors j'ai voulu conclure sur la suite des événements avec la survenue de ce coronavirus, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de ses effets sur la mondialisation. Est-ce qu'on va vers une démondialisation des échanges ou pas? Alors à la lecture d'un certain nombre d'économistes, il risquerait d'y avoir une démondialisation pour un certain nombre de productions qui sont relocalisables, qui seraient jugées plus essentielles maintenant à l'intérieur du pays. Alors évidemment, je suis en train de penser à la fabrication de masques notamment et de bouteilles à oxygène. Et en fait, cette relocalisation, elle serait possible puisque les prix n'ont pas baissé suite aux délocalisations de ces produits à l'étranger. Donc relocaliser cette production en France n'aurait pas pour effet, par exemple, d'augmenter les prix des produits vendus, puisque la marge est suffisamment importante pour que les entreprises puissent réaliser quand même des profits, même en relocalisant la production en France. En revanche, tout le développement du savoir numérique auquel on assiste aujourd'hui pourrait avoir comme conséquence que des productions qui étaient considérées comme étant protégées, notamment dans le secteur des services, soient plus facilement délocalisables. Déjà parce que dans un certain nombre de services comme les banques, par exemple, c'est déjà le cas.
Vous avez tous, alors je parle des banques, mais je parle d'autres services, hein, vous avez tous appelé des centres d'appel téléphoniques liés à Internet et constaté que on vous disait que le centre n'était pas en France, ou alors on vous précisait au contraire que le centre était en France par opposition au fait que quand on ne vous le précise pas, c'est que c'est à l'étranger. Donc une délocalisation plus massive probablement des services qu'on considérait comme étant protégés pour l'instant. Et en ce qui concerne la diminution des échanges, alors c'est certain dans un premier temps, ça a été le cas aussi en 2009, je vous renvoie au début du cours, on voit l'évolution des importations et des exportations après 2009, c'est moins sûr à long terme, puisque ce qu'on risque de voir, c'est se développer à la fois le phénomène de production locale, qui était déjà enclenché, mais qui risque de prendre un nouvel élan, mais également la dépendance des pays les uns envers les autres continue à être très importante et est très importante véritablement aujourd'hui. On a des pays qui ont plus de 25% de leur production qui provient de l'étranger. Donc il est impossible, du moins à court terme, de ne pas faire appel encore à la production étrangère. Donc personne n'a de réponse très tranchée à la question pour l'instant, évidemment, puis on n'est même pas encore sorti de la crise du coronavirus, mais c'est sans doute un élément qui va influencer le déroulement des événements à l'avenir. Donc je vous invite à suivre ça de manière attentive et puis à essayer de garder cette question en tête pour les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà, bon courage.